Le 8 août 1900, plus d'une centaine de galions espagnols foncent à travers la Manche. Les canons tirent, les épées s'entrechoquent et des milliers de cris emplissent l'air. Le destin de deux empires est en jeu. C'est la bataille de Gravelines, l'un des engagements navals les plus sanglants et les plus décisifs de l'histoire. Mais changeons une chose. Traversant la brume matinale au large de la côte flamande est quelque chose que personne ne comprend. Un destroyer lance-missiles guidé Harley Burke Flight 3 de 9000 tonnes, de 2025, projeté dans une bataille qu'il n'aurait jamais dû voir. Alors, que se passe-t-il quand le destroyer le plus avancé sur Terre est déchaîné pendant l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire? Peut-il à lui seul anéantir les rêves de l'Empire espagnol ou n'est-ce qu'un seul navire de guerre contre une armée de 130? D'abord, voyons ce que nous venons de larguer exactement en 1688. L'USS Harley Burke s'étend sur 509 pieds et pèse autant que 100 galions espagnols réunis. Sartrinder a 4 turbines à gaz, développe 100 000 chevaux, propulsant ce prédateur d'acier à travers les vagues à 35 miles par heure, soit environ 4 fois plus vite que n'importe quel voilier. Son arme principale est un canon naval Mark 45 de 5 pouces qui tire des obus explosifs de 127 mm jusqu'à 24 km de distance et il le fait à 20 coups par minute avec une précision guidée par ordinateur. Sous le pont, 96 cellules de lancement vertical abritent des missiles SM-6 capables de détruire des cibles bien au-delà de l'horizon et un phalanx CIWS qui crache 4500 obus en tungstène par minute sur tout ce qui est assez stupide pour s'approcher. Il est puissant, mais il est aussi très intelligent. Un système radar AN/SPI-6 embarqué suit des centaines de cibles simultanément à plus de 40 km de distance. Dans une zone où les commandants navals plissent les yeux à travers leurs jumelles épris pour un temps clair, ce destroyer voit absolument tout, que ce soit à travers le brouillard épais, la fumée dense ou l'obscurité la plus totale. Pendant ce temps, le duc de Medina Sidonia est aux commandes de la plus belle heure de la puissance navale espagnole. 6 énormes galions mènent l'assaut, le San Martin, le San Juan et la Nuestra Señora del Rosario, chacun étant équipé de 50 canons de bronze. Derrière eux, 124 navires supplémentaires transportent 30 000 des meilleurs soldats d'Europe, entraînés pendant des mois pour aborder les navires anglais et combattre au corps à corps. Leurs canons les plus lourds, des demi-canons de 32 livres, sont capables de transpercer des planches de chêne à 300 mètres de distance. Les canonniers espagnols chargent des boulets de canon en fer massif destinés à briser les mâts et à démolir les coques, mais leur arme secrète est de 2400 soldats prêts à prendre d'assaut les navires à l'aide de grappins et à transformer la bataille navale en combat à l'épée. Les Espagnols naviguent dans leur célèbre formation en croissant avec les navires de transport protégés au centre, tandis que les plus puissants navires de guerre gardent les flancs. Ils ont foré cette formation pendant des mois. Des maquettes de la côte anglaise ont guidé leur préparation. Rien n'avait été laissé au hasard. Cette fois, ils n'ont aucune idée de ce à quoi ils sont confrontés. Il est 5 heures du matin. Les opérateurs radars du destroyer détectent quelque chose de très intéressant. 130 contacts en bois se déplaçant en formation parfaite à une vitesse de 8 nœuds, à environ 30 km au nord. Le centre d'information de combat s'anime tandis que les ordinateurs classent chaque type de navire, calculent des solutions et priorisent les cibles. Le capitaine du destroyer n'hésite pas un instant. Le navire vire face au vent, accélérant à 30 nœuds, tandis que les marins se précipitent au poste de combat. Le canon principal pivote vers la flotte lointaine, qui ignore même que la mort approche. Le premier obus de 5 pouces hurle sur 20 km d'eau libre. L'amiral Medina Sidonia examine les plans de bataille quand le San Juan, son deuxième plus grand navire de guerre, explose. C'est comme si Dieu lui-même l'avait frappé d'un coup de marteau, et c'est probablement sa meilleure hypothèse. Le galion de 50 canons se désintègre en un pilier de feu et des éclats qui pleuvent sur la moitié de la flotte espagnole. Les guetteurs espagnols scrutent désespérément l'horizon à la recherche de navires ennemis. Ils ne voient rien d'autre qu'un horizon désespérément vide. Puis, une autre explosion. La Nuestra Señora a disparu. Le San Mateo s'embrase violemment à son tour. Des vaisseaux capables de dominer les mers du 16e siècle périssent toutes les 30 secondes face à un ennemi invisible. Le destroyer maintient sa distance, tournant autour de l'armada tel un requin affamé. Son canon rougit, crachant des obus plus vite que les équipages espagnols ne peuvent comprendre ce qui se passe. Chaque impact transforme de fiers navires de guerre en épaves fumantes et en flammes. Les coques en bois conçues pour résister aux boulets de canon se volatilisent face aux obus hautement explosifs, spécifiquement conçus pour détruire l'acier. Medina Sidonia ordonne à ses galions les plus rapides de partir en reconnaissance et de localiser ce navire qui frappe de nulle part. 8 vaisseaux rompent la formation, déployant leurs voiles pour capter le vent. Ils foncent courageusement vers l'inconnu. Correction, ils foncent follement vers l'inconnu. L'ordinateur de tir du destroyer attribue un numéro à chacun d'eux.
8 obus décrivent une trajectoire dans le ciel matinal et les 8 navires espagnols cessent d'exister dans des explosions consécutives qui résonnent comme des coups de tambour pour le reste de l'armada qui les suit. La flotte espagnole observe ses navires les plus rapides, saisis d'horreur. La panique se répand alors dans toute l'armada. Certains capitaines ordonnent à leurs navires de se disperser. D'autres se regroupent, pensant que la sécurité du nombre pourrait les protéger. La formation en croissant, minutieusement répétée, s'effondre. Certains s'effondrent à genoux, persuadés que c'est une punition divine. Les marins abandonnent leurs canons pour prier. Pendant ce temps, le destroyer continue d'anéantir les navires un par un avec une précision absolument impossible. Les navires amiraux tombent en premier pour décapiter le commandement, puis les lourds galions pour éliminer la puissance de feu et enfin les transports pour empêcher tout débarquement. À 7 heures du matin, 40 navires espagnols sont en flammes ou en train de couler. Le destroyer n'a même pas encore utilisé ses missiles. Il n'en a tout simplement pas besoin. Le canon principal suffit pour les navires en bois qui sont comme en papier. Désespérés, Medina Sidonia ordonne à ses navires restants de charger ensemble. S'ils peuvent juste réduire la distance, peut-être que leur nombre submergera ce démon des mers. 60 galions se tournent en direction de leur tourmenteur invisible, au son des tambours qui battant, les soldats poussant des cris de guerre féroces. Le capitaine du destroyer ordonne pleine vitesse, coupant perpendiculairement à la charge espagnole à 35 miles par heure. Les Espagnols regardent avec horreur alors qu'ils aperçoivent enfin la bête cuirassée. Ils se déplacent sans voile, pourtant ils foncent à travers l'eau plus vite qu'un cheval ne peut galoper et son canon ne semble jamais s'arrêter et ne semble jamais manquer sa cible. Les Espagnols tentent de riposter. Des centaines de canons de bronze rugissent avec défi, emplissant l'air de boulets de fer. Les rares tirs qui parviennent au destroyer à portée maximale ricochent sur sa coque d'acier sans le moindre effet. Une balle chanceuse endommage la peinture près de la ligne de flottaison. Une retouche de peinture devrait annuler tout ce que les armadas espagnols pourraient lui lancer. Le système phalanx du destroyer s'active lorsqu'un capitaine espagnol désespéré tente une attaque de brûlot. Le navire en feu s'approche à moins de 2 km avant que le CIWS ne le réduise en poussière avec une rafale de 3 secondes qui sonne comme une scie circulaire bruyante pour l'équipage. Les Espagnols n'ont aucune idée de ce qu'est une scie circulaire. Pour eux, le son est tout droit de l'enfer. Dès 8 heures, l'armada espagnole n'est plus une force de combat. 80 navires brûlent. 30 autres prennent l'eau par des brèches énormes. Les 20 restants ont coupé leurs ancres et fuient dans toutes les directions, sauf vers l'avant. Le destroyer poursuit tranquillement. Son hélicoptère, un Seahawk que les Espagnols prennent pour un dragon de métal, repère les navires en fuite d'en haut et guide le destroyer pour les intercepter. Aucun voilier ne pourrait échapper au moteur à turbine. À midi, 127 navires de l'armada espagnole ont été envoyés par le fond. 3 survivants de petits navires de liaison sont autorisés à s'échapper afin de rapporter la nouvelle de cette catastrophe en Espagne. Leurs équipages passeront le reste de leur vie à tenter de décrire l'impossible. Quand les survivants espagnols atteindront le roi Philippe II, leurs récits sembleront de la pure folie. Philippe passera ses dernières années absolument convaincu que Dieu lui-même est intervenu. Le destroyer, pendant ce temps, jette l'ancre au large de Portsmouth, avec suffisamment de carburant pour peut-être une semaine d'opération supplémentaire. Ses soutes contiennent encore 60 missiles qui n'ont jamais été nécessaires. L'Empire espagnol ne se remet jamais de cette défaite. Sans l'armada, l'Espagne ne peut plus protéger ses flottes d'or, ni renforcer ses colonies, ni même défendre ses propres côtes. L'Angleterre émerge ainsi comme la maîtresse incontestée des mers, 2 siècles plus tôt que prévu. Que pensez-vous qu'il se passerait? Et si vous êtes curieux de l'invasion de l'Empire romain par des Marines modernes, regardez la vidéo à l'écran maintenant. Merci d'avoir regardé.